Parfait. Bonsoir à tous. On avait déjà commencé un petit peu les présentations. J'espère que tout le monde va bien. Je me présente, je m'appelle Frédéric. Je suis français originaire de Strasbourg. Je vis au Brésil maintenant depuis une dizaine d'années, à Uberlândia, dans l'état du Minas, pour ceux qui connaissent. Je suis entrepreneur, mais aussi étudiant de logosophie depuis plusieurs années. Je suis aujourd'hui avec Katia et Giovanni pour vous présenter ce webinaire en français. Je les laisse se présenter rapidement. Bonsoir à tous, je suis Katia, j'ai connu la logosophie à São Paulo au Brésil et je vis en France maintenant depuis 2003 dans la région de Limoges. Bonsoir, je m'appelle Giovanni, brésilien aussi. Je suis en France depuis déjà 3 ans et ça fait déjà 2 ans que je suis étudiant de logosophie. Merci. Merci Katia, merci Giovanni. Donc on est vraiment très heureux d'être avec vous ce soir ou cet après-midi pour ceux qui se connectent comme moi depuis le Brésil ou l'Amérique du Sud. On va aborder un thème aujourd'hui plus que jamais d'actualité, intitulé « Comment protéger sa santé mentale dans le contexte actuel ». Et je vous invite dès à présent à réfléchir sur ce thème. Vous pouvez échanger sur le chat, poser vos questions. Et puis à la conclusion, on pourra éventuellement de nouveau interagir. Alors, par rapport à l'organisation de ce webinaire, la réunion va se dérouler de la façon suivante. Je vais débuter tout d'abord par vous introduire un petit peu ce que c'est la logosophie. Ensuite, Katia et Giovanni vont nous présenter le thème de la réunion en partageant avec nous leur compréhension et leurs expériences à ce sujet. Avant de vous expliquer ce que c'est la logosophie, je pense que c'est important de clarifier ce que n'est pas la logosophie. Vous allez voir slide. Voilà, je pense que tout le monde voit le slide. Alors, la logosophie n'est pas une religion. La logosophie n'est pas une secte. Elle n'est pas non plus une branche de la psychologie. Elle n'est pas une branche de la philosophie. Elle n'est pas un cours de coaching ou d'entraide. Et elle se présente au monde comme une science. Un enseignement pour illustrer ce que c'est la logosophie. La logosophie est la science du présent et de l'avenir parce qu'elle contient une façon nouvelle et inégalable de concevoir la vie, de penser et de sentir, si nécessaire à l'époque actuelle pour élever les esprits au-dessus de la lourde matérialité régnante. La logosophie est une science originale qui offre à l'être humain l'opportunité de réaliser consciemment et individuellement un processus d'évolution par le biais de la connaissance. Étudier la logosophie, c'est apprendre à connaître son monde interne. Et quand on commence à le faire, on commence à faire cet exercice, à connaître nos limites, à corriger nos erreurs, on commence finalement à transformer notre vie. C'est une nouvelle façon de vivre et d'entrevoir la vie. Je vais passer maintenant la parole à Katia, qui va nous présenter le thème de la réunion, et puis on se retrouve tout à l'heure. Katia, c'est à toi. Eh bien, notre thème, comment protéger sa santé mentale dans le contexte actuel? Face à l'inconnu et à l'excessive quantité d'informations véhiculées par le média, le défi est de garder notre santé mentale. Pour moi, c'est un fait indéniable. Et c'est un fait indéniable aussi que par la suite du déconfinement graduel, etc., je vais devoir continuer à préserver
mon état intérieur. Rester toujours attentive aux effets de ce que j'écoute, de ce que je lis, hein, sur cet état intérieur. Dans les contextes actuels, non, on se prépare pour déconfiner graduellement. Et pendant les confinements, une partie du travail consistait aussi à faire attention à la cohabitation. Donc, je veux vous parler un petit peu des éléments que la logosophie nous offre pour cette cohabitation. Je suis confinée avec un petit Guillaume qui a 5 ans. Mon mari, en tant que professionnel de la santé, il ne s'est pas arrêté de travailler depuis le début. Donc, je suis toute seule avec mon fils de 8h30 à 20h30, quelques week-ends inclus, et ça fait 53 jours. Alors, je voulais revenir quelques années en arrière, vers l'âge de 3-4 ans de Guillaume. J'ai trouvé important d'apprendre à mon fils une certaine organisation dans quelques aspects quotidiens. J'ai pris donc l'initiative de mettre à l'entrée de la maison un porte-manteau à son hauteur, un endroit pour qu'il puisse se déchausser. Donc, en arrivant à la maison, je lui demandais de poser le manteau, se déchausser et ranger ses chaussures à l'endroit destiné à un gamin de 3-4 ans. À cet âge, donc, à chaque fois qu'il entendait une nouvelle demande, je voyais qu'il n'avait pas très bien compris. Donc, un autre exemple, après manger, je demande, prends ton assiette et ramène dans la cuisine. Donc, je lui montre, on s'entraîne, il comprend et à un moment donné, il commence à prendre l'habitude d'être ordonné. Enfin, pour chaque demande, on s'entraîne une centaine de fois, n'est-ce pas, pour ceux qui ont des enfants, et à un moment donné, ça devient automatique. Le principal bénéfice est qu'on ne perd pas le temps. Donc, si on doit ressortir, on évite le dialogue. Maman, où il est le manteau? Eh bien, où tu l'as posé? Et l'enfant ne se souvient plus. Et toute la famille part à la recherche du manteau. Mais quelque temps après, j'ai commencé à observer que mon fils ne faisait plus ce que je lui demandais. Et ça a duré jusqu'à ce fatidique 17 mars 2020. Le jour du confinement, pour ceux qui ne se rappellent plus. Alors, j'étais sûre que mon fils avait compris toutes mes demandes, mais il ne faisait plus. On arrivait à la maison, une chaussure d'un côté, l'autre chaussure de l'autre côté de l'entrée, le manteau par terre ou dans la cuisine, parce que bon, il avait tellement faim qu'il voulait pas autre chose, il voulait s'en goûter. Et ma première réaction dans mon intérieur était de râler. Il sait, mais il ne fait pas. Ou qu'est-ce qu'il est désobéissant? Il faut que je lui montre qui c'est qui commande ici. La logosophie nous présente l'existence d'un monde mental, ce monde où transitent ces pensées comme entités autonomes. Dans notre conception, les pensées sont des entités autonomes qui se procréent et acquièrent une vie active dans la mente humaine, d'où elles peuvent ensuite passer à d'autres mentes sans la moindre difficulté. Ici, la mente, en logosophie, la mente serait l'espace mental où agissent ces pensées. Elle serait l'habitat où les pensées entrent, se mouvementent, sortent, s'hébergent et naissent. Naissent aussi à la chaleur des conceptions fécondes. Ça, c'est la mente pour la logosophie. Bon, revenons à l'expérience. Au moment de l'expérience avec mon fils, je me suis rappelé que ces pensées, mon fils est tête dure, il est désobéissant,
Il veut toujours contester. Quand, mais quand il va commencer à m'écouter? Il est gâté. Il est paresseux. Ce sont des pensées que j'ai acquises quelque part, sont pas à moi. J'ai entendu d'autres mamans, d'autres personnes dire ces pensées autonomes ont pénétré dans mon champ mental et quand j'ai pas conscience de ça, je commence à être nourrie par la vraie source de ces pensées qui sont l'irritabilité, l'intolérance, la rigidité, le pessimisme. Et quand on agit selon les volontés de ces pensées, on est guidé par l'externe. Je vais chercher la cause à l'externe. C'est de la faute de l'enfant. La rigidité et l'intolérance en plus amènent à l'autoritarisme. Et tout ça m'éloigne de l'être cher. Eh bien, par manque de connaissance du monde mental, je nourris ces pensées négatives. Un jour, 2 jours, une semaine, je suis confinée. Je nourris 1 mois et à la fin, la cohabitation peut devenir insupportable. Je suis fatiguée, déchargée en énergie et ces états négatifs sont renforcés chez moi et chez l'autre. Ça devient donc difficile de rester confiné aussi longtemps avec un enfant de 5 ans en gardant ma santé mentale. En plus, pour essayer de sortir de ce cycle vicieux, je commence à chercher aussi dans l'externe des activités ludiques pour faire passer le temps. Ça me sert de palliatif, ça change les idées pour le temps du jeu. Mais à l'intérieur de moi, tout reste inchangé. À la moindre opportunité, ces pensées se manifestent et me font agir d'une façon qui amène mon enfant à réagir mal aussi. Et j'attends pas le but de protéger ma santé mentale. Alors, on va faire un petit parallèle. La santé physique, comment l'entretenir? Donc, on va garder ces tableaux de la cohabitation. Comment l'entretenir? Une bonne alimentation, n'est-ce pas? Des mesures d'hygiène pour écarter au maximum les éventuels agents pathogènes. Une activité physique régulière. Consulter notre médecin, faire des contrôles, suivre le traitement prescrit. Ça, c'est pour la santé physique. Alors, qu'est-ce que la lorosophie peut m'apporter pour assurer la santé mentale? Donc, je voulais développer les 2 premiers slides. La bonne alimentation et, on va dire, l'assainissement, les mesures d'hygiène pour écarter les agents pathogènes. Alors, la lorosophie, elle m'apprend à observer mon champ mental, prendre du recul en observant ses pensées, les identifier pour les étudier. C'est l'observation vers l'intérieur pour trouver les vraies causes, pour commencer les changements par où je peux les maîtriser, c'est-à-dire moi-même. Comment ces pensées agissent? Est-ce qu'elles s'associent à d'autres et se renforcent? Quels sont les effets sur mon état général? Est-ce que parfois, quand ça commence, ça ne fait pas effet boule de neige? Elles me rendent heureuse? Je ne me sens pas coupable d'avoir agi selon leur volonté? Qu'en pensez-vous? Je suis pessimiste, susceptible, impatiente. Mon enfant est têtu, obstiné, insolent? Ou ce sont des conditions modifiables, de nature changeante et des caractères évolutifs?
La logosophie, elle répond à cette question. Notre enseignement réduit à néant l'affirmation inconsistante et présomptueuse si souvent prononcée. Chasser le naturel, il revient au galop. Car en modifiant les causes qui déterminent la configuration psychologique défectueuse de l'individu, on modifie également la vie de celui-ci dans l'intégralité de son contenu. On comprendra ainsi que par cette affirmation, l'homme jette le voile sur sa propre réalité interne, barrant l'accès à toute possibilité de rendre plus noble sa conduite, sans se rendre compte que cela signifie nier à l'être humain tout droit au perfectionnement, et pourtant nier la loi d'évolution elle-même. Ah, alors, je ne cite pas mes déficiences. Ce ne sont pas parties de moi, comme un bras, un pied, un organe. Ce sont des adhérences pour la logosophie. Donc, je peux les éliminer et réaliser un vrai processus de perfectionnement individuel. Il s'agit donc d'une sorte d'assainissement mental. Je nettoie les champs mentaux de ces pathogènes qui me rendent psychologiquement malade. Je peux cultiver d'autres pensées de meilleure composition pour contrecarrer. Donc, des pensées d'optimisme, d'altruisme, d'affabilité, de tolérance, de circonspection, de prudence. Avec ça, j'étais éloignée, donc je commence à m'approcher maintenant de l'être, en cultivant ses vertus et de l'affection. Par affinité, lorsque je cultive des pensées positives, d'autres idées se rejoignent et les succès s'enchaînent. Et on voit ce perfectionnement de soi. Bien entendu, si vous n'avez pas d'enfant, ça aide aussi avec d'autres membres de la famille, le conjoint, les parents, la mamie, les collègues du travail et à toutes les personnes autour de nous. En faisant comme ça, c'est moi qui ai la main sur ma vie. Ce ne sont plus les pensées qui demeurent dans mon champ mental. Je les sélectionne comme je fais des choix pour m'alimenter. Pour la santé mentale, il me faut choisir une alimentation nutritive pour que je puisse profiter de la vie au maximum, vivre en fécondité. Avec la nourriture pour le corps physique, c'est comme ça. Pourquoi ce ne serait pas aussi pour la nourriture de l'esprit? Donc, je commence à avoir conscience des éléments destructifs et constructifs dans mon intérieur pour chaque situation. Avec ce travail interne, je trouve des sources de satisfaction par la méthode que la logosophie préconise. La logosophie est justement la spécialité scientifique et méthodologique qui s'occupe de la réactivation consciente de l'individu. Mais pourquoi cette réactivation consciente? Ma vie n'est pas déjà bien comme ça? Alors, quand on retire tous nos objectifs physiques, avoir un travail, une bonne condition économique, pour avoir une maison, pour refaire sa cuisine, aménager une piscine chez soi, pour pouvoir voyager, qu'est-ce qui me reste? Gagner au loto et partir à la retraite? Qu'est-ce que l'être humain cherche vraiment? C'est pas d'être heureux. Et on ne se trompe pas si on met ses objectifs physiques comme source de bonheur. Mais qu'est-ce que c'est le vrai bonheur?
Vous vous êtes demandé? Vous l'avez expérimenté au moins. Allez, on fait un petit effort, on va chercher dans le plus profond de nous. Qu'est-ce que c'est le vrai bonheur? C'est pas la sensation de vivre éternellement. Je voulais finir avec un message de l'auteur de la logosophie. C'est dans un livre de Carlos Bernardo González Pecoach qui s'appelle Mécanisme de la vie consciente. Le véritable bonheur de vivre se trouve lorsque l'on découvre les ressources extraordinaires et merveilleuses que la vie contient, c'est-à-dire lorsque, grâce à sa connaissance antérieure, se dévoilent ses possibilités ignorées et ses projections lumineuses. Et c'est ça que je voulais vous témoigner. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Giovanni. Merci. Merci, Katia. Bon, pour commencer, moi, je voudrais aussi partager un enseignement qui m'a beaucoup attiré l'attention au début de la pandémie. Allons-y. Lisons ensemble. Les pensées sont aussi généralement des mauvais parents. Nous faisons ici référence aux pensées négatives. Dans leur cohabitation permanente, ils finissent pour exiger toujours plus de ce qui leur est déjà prodigué de façon généreuse, en l'absence de défense mentale. La majorité des personnes ignorent comment agir dans ces circonstances. Les pensées négatives qui ont en général un comportement très abusif connaissent en revanche l'ensemble des faiblesses de l'homme. Moi, j'ai souligné 3 éléments. Les pensées négatives exigent toujours plus. Waouh! Comment agir? Est-ce que j'ignore vraiment? Ces types de pensées connaissent mes faiblesses. Voilà. Je vous invite à analyser avec moi la situation. Avant le confinement, j'observais mes collègues, moi, au bureau. Ils parlaient que de ça. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé en Chine? Les Italiens désespérés. Et moi, j'ai commencé à penser la même chose. Hein. J'ai commencé à penser tout le temps à la thématique. J'ai noté une tristesse plus accentuée. J'ai noté mon humeur qui changeait. Et j'ai commencé à me sentir beaucoup plus triste, vraiment et stressé. Chaque matin, je lisais 3-4 articles des sites web différents, seulement pour avoir des nouvelles. Hein. J'ai dépensé beaucoup de temps dans la journée pour parler sur les sujets hein, avec mes camarades, mes collègues, avec mon épouse, etc. J'étais dans un cycle négatif. Il avait que ça. C'est remarquable ça. Mais grâce à mes études logosophiques, j'ai l'habitude de lire tous les jours. J'observe mes pensées, je prends des notes tous les jours. J'avais donc lu un enseignement que j'ai présenté juste avant. Il m'a fait beaucoup réfléchir. Comment m'adapter? C'était la question. Comment faire pour sortir du cycle négatif dans lequel je me trouvais? Hein? C'était la question à répondre. Comment me protéger de cette tonne des infos partagées par WhatsApp? Les Brésiliens sont attirés par WhatsApp. Hein? Dans les sites web, tous les stimuli qui, moi, je considère négatifs dans ces cas-là. Quelles étaient les vraies infos importantes? J'ai remarqué qu'il fallait faire attention aux sources des informations et aussi à la fréquence à laquelle je les consultais. Comment me préparer pour rester confiné pendant 2 ou 3 mois? Les fameux lockdowns. Et maintenir ma famille protégée
ainsi que sa santé mentale. Est-ce que je devais repartir au Brésil ou rester en France? Bon, je partage un autre enseignement pour qu'on puisse analyser ensemble. La mente cherche constamment des nouveautés et nous passons notre vie à être séduits par elle. Pour éviter, il est essentiel de se fixer un objectif bien déterminé ainsi que de calculer la distance entre ces points et les points où l'on se trouve, pour ensuite évaluer les forces nécessaires pour la parcourir. La vie change quand l'être commence à dominer sa propre mente, à connaître les pensées, à savoir les utiliser et les diriger pour chaque activité. C'est m'a pu attirer l'attention dans cet enseignement. Il est essentiel de se fixer un objectif. Bien sûr, bien déterminé, ainsi que de calculer la distance. Mais parlons de ça. Regardons cet élément. On a mis un objectif et on a cherché les infos pour y arriver. On a changé nos habitudes. C'est l'adaptation, hein? On a expliqué à Lara, un enfant de 4 ans qu'on a aussi chez nous, les changements d'école et de tout ce qui s'est passé. Pour les faire, j'ai commencé à consulter uniquement les sites plus sérieux sur les sujets. Et on a parlé aussi avec des amis qu'on a en Italie. L'idée était de remplacer la imagination pour des choses concrètes, pour des actions pratiques, réelles. Comment faire les courses, comment aller au supermarché. J'ai gagné 2 heures par jour que j'ai passé au transport. J'ai augmenté mes études philosophiques. J'ai commencé un projet éducationnel avec Renata, mon épouse. Projet de vie lié à notre dépassement personnel. Et comme nous travaillons chez nous, les deux, on a organisé certaines règles pour jouer avec Lara, quelques fois pendant la journée. On a aussi des accords pour déconnecter à 100% pendant certains moments de la journée. Vraiment déconnecter et être ensemble. J'ai arrêté de lire tous les sites et messages non officiels sur WhatsApp. Vraiment arrêté. Passer au minimum pour qu'on soit informé et pour qu'on puisse s'adapter. C'était l'essentiel. Je peux vous dire que les confinements, on a presque à la fin, je dirais, mais pas encore, étaient super tranquilles. Lara ne veut même plus rentrer à l'école. Hein. Elle veut rester chez nous pour jouer, pour rester avec nous. Nous sommes bien motivés par nos projets et moi aussi pour mon travail traditionnel, hein, je travaille chez moi. La santé mentale, pour moi, était un vrai travail de contrôle des pensées et des actions concrètes d'adaptation à la nouvelle vie. Merci. Je passe la parole à Fred. Merci Giovanni. Très bien. Donc je voudrais vous parler un petit peu de courage. Si important dans ces phases compliquées. Et je vais débuter par un enseignement issu du livre Base pour ta conduite. Insuffle à ta vie cette force qui s'appelle courage. Tu en auras besoin pour affronter avec intégrité et compréhension les situations difficiles, ainsi que pour faire face au succès, parce qu'ils peuvent troubler la raison et perdre leur mérite si l'on ne sait pas contenir à temps les excès de la vanité. C'est encore de courage que tu auras besoin pour profiter du bonheur lui-même. Si tu ne veux pas qu'il s'estompe dans un moment de faiblesse ou simplement parce que tu as peur de le perdre. Quand je refuse de soumettre à une pensée négative, je suis courageux.
L'auteur de la logosophie, Carlos González Pecoche, nous enseigne que le courage est une force extrêmement stimulante parce qu'il élargit le champ mental et donne à la pensée et à l'action une solidité. La crainte est, elle, en revanche, déprimante. Elle abat, torture, aigrit et attriste. Je comprends que le courage est une force qui doit être cultivée en moi-même. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît comme ça naturellement. Il faut cultiver le courage. Et que pour vivre, nous avons besoin de courage. Il faut être courageux dans la vie, comme on dit souvent. Un courage serein et ferme. Mais le courage n'est pas seulement de dire telle et telle chose, de réagir d'une manière ou d'une autre. C'est avant tout un travail sur nous-mêmes, sur nos pensées, nos déficiences. Un travail permanent qui nécessite de la discipline. Je suis courageux quand, par exemple, durant le confinement, j'arrive à participer à l'ambiance de la maison, avec mes filles, mon épouse, mes beaux-parents qui sont avec nous ici au Brésil durant cette période. Je dois montrer l'exemple. Je manque de courage quand je rejette systématiquement la faute sur les autres. Le courage rime pour moi avec responsabilité. Il faut que je sois plus responsable. Et quelque part, est-ce que je veux laisser place au hasard ou prendre en main ma vie? C'est une question, une décision que chacun peut prendre. Puis-je concevoir le courage moral et spirituel sans connaissance? Je voulais également vous parler de la flexibilité ou du manque, je dirais de certains comportements rigides qu'on peut malheureusement pratiquer. Et je me suis posé la question plusieurs fois ces dernières semaines, à quoi ça sert finalement que je résiste à tous ces changements? À quoi ça sert? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi je me fais mal en résistant? Pourquoi j'éprouve tant de difficultés à être flexible? Pourquoi c'est si compliqué pour moi d'être un peu plus flexible dans la vie? Et j'ai beaucoup réfléchi et je me suis rendu compte qu'au final, j'ai toujours eu des problèmes de manque de flexibilité. Comme exemple, les changements de programme au dernier moment, quelle que soit la raison, les retards, les comportements inattendus des enfants, souvent un challenge dans l'éducation des enfants. Et j'ai découvert avec la logosophie que c'était en fait des déficiences qui me pénalisaient. J'ai également compris que ça venait de mon héritage, de mon éducation, ça peut venir de très loin tout ça. Et que je reproduisais des comportements sans réfléchir, sans penser, sans intelligence finalement. Et je comprends que ce type de situation, dans ce type de situation, durant le confinement, ça m'oblige à apprendre à être plus flexible, à penser aux autres plutôt qu'à moi-même, à laisser de côté mes réactions égoïstes. Me rappeler des moments où j'ai dû faire preuve de flexibilité, flexibiliser mon attitude me fait du bien. Et il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer dans nos vies. Par exemple, mon entrée sur le marché du travail très jeune, j'ai dû changer, j'ai dû m'adapter. La naissance de mes enfants, l'adaptation est encore plus, je dirais, brutale. Mon arrivée, ma vie au Brésil avec les changements culturels. Et toutes ces expériences, finalement, m'ont beaucoup appris et m'ont convaincu de l'importance de m'adapter aux nouvelles situations, de ne pas lutter finalement inutilement contre des changements qui surviennent dans ma vie. Je
je veux aborder aussi le concept de champ expérimental, concept très important de la logosophie. La logosophie m'enseigne que mon système mental est un véritable champ expérimental. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un laboratoire où je peux réaliser des expériences, une sorte de laboratoire scientifique. Je pense que l'image est bonne. Je peux réaliser des tests en utilisant mes pensées, essayer de changer mon comportement. La logosophie nomme champ expérimental la vie elle-même et tout l'environnement que chacun fréquente. Je comprends que mon monde interne fait partie du champ expérimental. Nous devons vivre pleinement nos différentes existences, la matérielle, la personnelle, donc cette connexion que je peux avoir avec moi-même, ce que je peux sentir, et la spirituelle. Si la matérielle est en difficulté, je peux conserver un certain équilibre de vie, une vision, des objectifs, une énergie pour avancer. Ce contexte actuel nous offre beaucoup d'opportunités pour expérimenter, tester, avec beaucoup de situations inédites, condensées en plusieurs semaines. L'observation interne est primordiale pour moi. De noter ces expériences pour m'en souvenir, revenir dessus, ne pas oublier, m'améliorer. Cela fait intégralement partie de la méthode logosophique, ce qui fait sa particularité. Et pour terminer, j'aimerais partager avec vous un dernier enseignement. Le plaisir ineffable de vivre ne se ressent que lorsque nous commençons à considérer notre vie comme le travail principal que nous devons entreprendre. Nous arrivons malheureusement au terme de notre réunion déjà. Pour terminer, on aimerait encore une fois vous remercier pour votre participation. Si vous voulez en savoir plus sur la logosophie, nous vous invitons à visiter notre site internet sur www.logosophie.info. Et sur ce site, vous allez pouvoir télécharger gratuitement des livres de logosophie en français, au format PDF, très facilement. Nous vous invitons également à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux institutionnels afin de suivre nos actualités. Les prochains webinaires et les prochaines activités, j'espère, physiques seront prochainement donc publiés et accessibles depuis ces pages. S'il y a des questions, utilisez le chat. On prendra le temps d'y répondre, alors certainement par email. Ça va être un peu compliqué de faire ça en live. Donc oui, posez vos questions sur le chat et on y répondra. On a vos emails. Comme mentionné au début de la réunion, la Fondation Logosophique offre des cours gratuits d'information sur la logosophie. Vous recevrez prochainement par email également un lien renvoyant vers un formulaire que vous pourrez compléter pour participer à ces cours gratuits. Donc, je vous invite fortement à participer à ce cours qui vous donnera plus d'informations sur la logosophie et tout ça en français. Nous sommes très motivés pour vous accompagner à mieux connaître les bienfaits de la logosophie et on est également très motivés de débuter de riches échanges avec vous. Merci encore, bon week-end à tous et puis à très bientôt. Merci à tous pour l'écoute. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt.